Bon, Mathieu, merci d'avoir accepté notre nouvelle invitation pour le podcast. On est très content de te recevoir encore aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter? Alors déjà, un grand merci pour l'invitation. Ça fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi. Alors pour me présenter, donc, je m'appelle Mathieu, j'ai créé une société qui s'appelle Virtual Rangers en 2017. On s'est spécialisé dans tout ce qui était technologie immersive, réalité virtuelle, réalité augmentée, même plus récemment métaverse. Donc c'est des sujets qu'on a traités avec notre équipe depuis maintenant près de 7 ans. On était actifs dans différents domaines, que ce soit la formation, le marketing, la culture, la construction. C'est vraiment des domaines qui sont très très bien prêtés à ces technologies. Donc on est arrivé pas forcément avec un produit sur le marché, mais on a plutôt amené notre savoir et notre expertise comme un service qu'on a proposé à différentes entreprises. La grande chance qu'on a, c'est qu'on a pu avoir une variété de partenaires et de clients qui nous ont accompagnés, qui nous ont vraiment aidés à grandir et progresser durant toutes ces années. Ouais. Et quand tu es arrivé sur le marché avec ce nouveau service, tu as dû éduquer un peu le marché. Comment il a réagi? Est-ce qu'il comprenait directement ce que tu faisais ou... Alors c'est une bonne question parce qu'en fait, au tout début, quand on arrivait, on parlait de réalité augmentée. Les gens, voilà, on ne sait pas ce que c'est la réalité augmentée, c'est un peu flou. Réalité, on parlait ils mélangeaient même les deux noms, réalité virtuelle, réalité augmentée. Il y a une application qui nous a beaucoup aidé, Pokémon Go par exemple. Alors du coup, quand tu arrivais en réunion, les gens savaient ce que c'était la réalité augmentée. Euh, mais oui, je dirais, jusqu'à il n'y a pas encore très très longtemps, le besoin de montrer le potentiel, d'expliquer le potentiel de cette technologie et a fortiori d'éduquer, ça a été oui une grande mission durant les 7 dernières années. Ouais. Et avant d'arriver avec ce type de service sur les marchés luxembourgeois, tu avais une expérience déjà dans le domaine, tu savais un peu comment t'amener un produit comme ça et un service vers un client, comment tu le priçais. Avant, je dirigeais une autre boîte qui était dans les nouvelles technologies aussi. Et si tu veux, la VR, c'était un tout petit secteur de cette boîte. Et c'est là où, avec le conseil d'administration, on n'avait pas forcément la même vision. C'est que moi, je voulais amener cette technologie un peu plus loin et faire quasiment que ça. Donc c'est là où on était plus en raccord sur la vision. Mais l'habitude de délivrer, concevoir, pricer et surtout avoir une connaissance des timings, je l'avais déjà avant. Donc juste réappliquer, mais en utilisant une autre technologie. Ouais. Ok. Et moi, si je prends mon exemple, je sais que c'est déjà parfois difficile de pricer un service de vidéo, par Ouais. exemple, à un client, pour lui montrer qu'est-ce que ça peut lui apporter, pourquoi c'est important de le travailler de telle façon. Euh, ça a dû être un vrai challenge pour toi d'arriver à projeter l'utilité de la VR ou de la R vers un des besoins du client, et après d'arriver à lui faire signer un budget ou signer un devis, sachant qu'en fait ils n'ont pas d'expérience là-dedans Ouais. et que ça arrive comme un cheveu dans la soupe, quoi. En général, les budgets sont prêts l'année suivante, etc. Tout est calculé. Comment tu faisais face en fait à ça Déjà, comme tu dis, on n'est pas forcément sur un bien de première nécessité. Tu passes après certains budgets qui ont déjà été définis. Donc clairement, la philosophie au tout début de la boîte, c'était, comme j'ai dit, on n'était pas sur une démarche de levée de fonds. On était plus sur une démarche de chercher du projet. Il fallait qu'on ait du projet, des use cases, commencer à faire une variété de use cases. Et pour ça, là, on estimait, même des fois à perte. Il y avait plein de projets qu'on avait fait où on a pas forcément bien vécu, voire pas du tout dessus, mais qui ont eu un potentiel d'innovation et de R&D et vraiment d'innovation sur le marché. C'était ça qu'on visait au début. Donc tu vas estimer le temps qui va être nécessaire pour réaliser ton projet, même si des fois tu sais que tu vas être un peu short. Si le client, tu sens qu'il va être aussi moteur pour toi, que c'est quelqu'un qui va se servir de cette technologie et bien la mettre en avant, derrière, tu sais que tu vas aussi en bénéficier, donc tu peux aussi faire des compromis. Je veux dire, pour nous, il n'y a rien de pire. Tu connais notre société, tu sais qu'il n'y a pas de service marketing, sales, etc. C'est nos projets qui parlent d'eux-mêmes. Donc, pour nous, il n'y a rien de pire qu'un projet qui finirait dans le tiroir d'un client, qui servirait à rien, où il se dit, bon, voilà, j'ai fait mon effet waouh, et puis voilà, derrière, c'est dans un tiroir. Nous, un projet, il doit constamment être utilisé. Donc, on met vraiment un gros point, et c'est là où on a souvent des discussions, mais sur la partie expérience utilisateur, c'est ce qui dessine tout en fait. C'est vraiment là où on met notre accent. Si on se rend compte que des fois le client va pas forcément la valoriser, et qu'on sent que c'est vraiment un projet très innovant, on va nous mettre un petit coup sur cette partie expérience utilisateur pour l'amener à un autre niveau en fait.
Ok. Et tout à l'heure, tu as fait une parenthèse sur Pokémon Go. Tu as, je sais plus exactement quand c'est arrivé sur le marché, mais tu as vu un avant-après sur l'appétence des gens vers ces technos-là. J'ai vu dans le discours, en fait, c'est que quand j'allais parler de potentiel, tu sais, les clients, comment ça va se passer une réunion, c'est que on va m'appeler, on va estimer, voilà, on a des problèmes dans telle thématique, tel domaine, comment les nouvelles technologies pourraient y répondre. Et des fois, ça peut être la réalité augmentée, mais ce que je dis toujours, c'est que je ne vends pas de VR ou d'AR. On va d'abord écouter le besoin, et en fonction du besoin, la technologie doit répondre à un besoin. C'est pas le premier axe par lequel tu vas arriver. Mais des fois, quand voilà, tu étais dans des cas sur des scénarios de maintenance ou promotion d'objets, etc., ou quand des clients veulent des hologrammes, alors que c'est pas encore forcément réalisable, bah, tu arrives et tu parles de réalité augmentée. Bah, c'est un concept qui parle pas à tout le monde. Et donc, je l'ai vu pendant une paire d'années, puis au bout d'un moment, tu as Pokémon Go qui est arrivé, puis il fait ah oui, oui, je connais, mes gamins jouent à Pokémon Go, donc forcément, ça a permis aux clients de se spatialiser, de comprendre qu'il y avait, au travers de la lentille de ton téléphone, tu pouvais découvrir des trucs en 3D. Et donc, ça a vraiment initié une démarche au niveau des utilisateurs et des clients. Ouais. Ok, cool. Et tout à l'heure, tu disais que vous travaillez l'expérience autour de projets, etc., et que tu aimais bien que le projet ait une utilité. Est-ce que tu aurais un exemple un peu à nous partager où tu as vraiment toutes les étapes de l'éducation de ton client, pour comment ça peut apporter une solution Ouais. et, Si tu veux, c'est un des meilleurs use cases dont je pourrais te parler. On a un client qui voulait faire utiliser les technologies dans le domaine de la santé-sécurité. Donc le premier réflexe, c'est d'arriver, et c'est la première question qu'on se pose, c'est souvent une chasse au risque. Fais-moi en 3D un monde virtuel, recrée-moi mon usine, et on va placer des risques, et en fonction de ces risques, on va faire une chasse au risque de 10 éléments. Ça, c'était le postulat de départ, on démarre avec ça. Sauf qu'on commence à poser des questions aux clients. Alors c'était une réunion, il y avait 15 personnes du service sécurité qui étaient réunies. Puis, bêtement, je demande, c'est quoi un risque? Donc, on m'a dit, oui, il y a une planche qui est contre le mur, qui a des clous, ça peut être dangereux quand tu te frottes, si tu passes à côté. Oui, mais c'est contre le mur, donc c'est quelqu'un qui a pris connaissance que c'était quand même un risque limité. Et en fait, tu te rends compte, même entre eux, les 15 personnes, ils n'arrivaient pas à te faire la salle de l'horreur, en fait, la chose qui était vraiment, vraiment risquée, parce qu'ils n'arrivaient pas à se définir quel était clairement un risque. Et surtout, quand tu fais une chasse au risque, il y a une chose auquel tu dois bien penser, c'est que tu mets évidemment des risques, mais tu dois mettre des choses qui ne sont pas des risques pour qu'il y ait un juste milieu. Sinon, c'est trop facile. Tu mets une pièce vide, tu mets 10 risques, les gens, ils le sélectionnent et ta partie, elle est finie. Donc, il faut quand même qu'il y ait un leurre, il y a des choses qui doivent t'amener une certaine réflexion. Donc, c'est des choses qui sont très faciles à conceptualiser. Mais au final, on se rend compte que quand tu rentres vraiment dans le détail, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à travailler. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer. Et en fait, l'approche qu'on a faite, c'était demande chasse au risque. Et au final, comment ça s'est passé? On a demandé de définir quels étaient les risques, ce qu'on a bien fait. Et après, on a tout scénarisé, mais dans un endroit complètement différent, où on a dit, on est d'accord que les 10 éléments-là sont des risques, on va les gamifier et on va les mettre dans un autre univers. On est parti dans une base spatiale et on a fait un escape game où, en fait, tous les risques, tu dois les trouver en résolvant des énigmes, etc. Et du coup, ça devient un vrai casse-tête à résoudre. Et en fait, si tu veux, c'est là où l'expérience utilisateur a complètement évolué depuis le début. Et c'est là où on aurait fait une simple... si on avait rempli la mission dès le début, voilà, c'était fait, on aurait eu notre argent pour ça, mais c'est pas un projet qui nous aurait aidé à grandir. Ce projet-là, cette façon de poser, cette méthodologie, on l'a appliquée sur plein d'autres projets, ça nous a aidé à nous développer. Donc, il faut toujours avoir la personne et le client qui va t'aider aussi à évoluer et te laisser innover sur des projets. Donc, ouais, ça, c'est un des exemples assez parlants de la boîte. Ouais. Et il y a toujours une approche gamification quand tu amènes de la VR, ou tu as des cas autres que... En fait, si tu enlèves la partie gamification, tu enlèves une grosse partie de notre expertise. Et après, tu arrives sur des secteurs qui sont hyper concurrentiels. Je veux dire, par exemple, des visites virtuelles d'appartements. On nous a dit, mais pourquoi vous n'allez pas sur ce créneau-là? Parce qu'en fait, il y a tellement de monde sur le marché. Et je vais dire, aujourd'hui, presque tout le monde peut faire des expériences virtuelles, visites virtuelles. Tu prends une caméra, tu mets ce genre de choses. Du coup, on perd notre expertise qui est l'accompagnement et le travail de cette expérience utilisateur. Donc, c'est vraiment
une grosse partie de notre job qui n'est pas forcément très visible. C'est ce qu'on ne voit pas, mais bon, c'est pas à toi que je vais te dire dans ton domaine, la créa, que c'est forcément un point hyper important. Mais voilà, c'est là-dessus qu'on va capitaliser. Ça te permet d'aller sur un marché de niche, entre guillemets, de faire des outils un peu plus premium que ce que tu peux avoir sur le marché. Et donc, c'est clairement le créneau où on est. Ok. Et ici, tout à l'heure, tu expliquais que tu avais beaucoup construit ton business sur le bouche à oreille, la relation, etc. Ouais. Tu penses. Luxembourg fonctionne très comme ça, en tout cas, moi, je l'ai vu aussi sur mes sociétés. Tu penses que sur un marché plus grand, tu aurais pu faire la même chose ou est-ce que ça aurait été plus compliqué, tu penses? Ah bah j'ai essayé, j'ai essayé sur les autres marchés, mais je me suis retrouvé avec d'autres mecs comme moi qui avaient leur réseau, qui étaient bien connus dans leur secteur, etc. Donc ça devient hyper compliqué. Et c'est d'ailleurs là un des grands changements de Virtual Ranger, c'est que voilà, on est en train de travailler sur d'autres types de structures pour pouvoir ne plus dépendre de notre réseau comme on le fait, mais avoir des produits d'appel qui sont plus connus et plus faciles à déployer, qui dépendent moins des affinités, on va dire. Donc c'est la transition qu'on est en train d'entamer entre la différence entre la prestation de service et avoir des produits liés. Parce que à terme, j'aimerais bien avoir un équilibre prestation de service et des produits qui te garantissent un certain récurrent, ce qu'on est en train de dessiner dans les quelques mois à venir. Donc de ne pas repenser chaque fois une expérience de zéro, mais de pouvoir penser un package de base que les gens puissent adapter à un besoin. Oui, c'est ça. Tu vois, souvent on nous dit oui, mais pourquoi vous n'avez pas fait un simulateur d'extincteur, etc. On pourrait le faire. Tu sais, sur de l'incendie, il y a beaucoup de formations qui sont faites là-dessus. C'est un produit à part entière. Sauf qu'il faut connaître toutes les lois, il faut aller sur... Okay. Voilà, c'est un produit type start-up à lancer, ce qu'on n'a pas forcément voulu faire. Par contre, ce qu'on a fait pendant les 7 dernières années, c'est qu'on a identifié tous les besoins de nos clients. On s'est dit, au bout d'un moment, vous avez le même besoin que... Et ainsi de suite. On a mutualisé tout ça, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses très similaires. Et là, ça dessine le produit en fait, que tu veux faire demain. Donc et nous, on est dans la phase, comme j'ai dit, on ne lève pas de fonds. Donc on le fait sur base de fonds propres. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Mm-hmm. Mais on a cette liberté d'action qui est non négligeable. C'est ça que je cherche le mot. Ok. Bon, là, on a un peu rapidement parlé de ce que tu faisais, mais est-ce que tu pourrais rentrer un peu plus dans le détail sur c'est quoi l'AR, c'est quoi la VR, c'est apparu comment, quand, et faire un peu l'historique de ces technos. J'ai démarré... Alors, la première fois que j'ai mis un casque de réalité virtuelle, c'était en 2011. J'étais stagiaire dans une entreprise où on faisait des calculs énergétiques. Si tu veux, c'était dans le bâtiment, de faire des passeports énergétiques, des calculs de performance, etc. Et on s'est retrouvé avec des modèles 3D pour faire des simulations. Je me suis dit, voilà, la 3D c'est bien, mais une fois que tu as fait ta simulation, qu'est-ce que tu en fais? Plus rien, ça partait sur un serveur, c'était plus exploité. Et je me suis dit, comment on pourrait utiliser les modèles 3D différemment? Donc c'est là que je me suis intéressé à des plateformes type Unity. Alors Unreal, on en parlait un peu moins à l'époque, mais voilà, des moteurs de jeu, de se dire, voilà, est-ce que je pourrais interagir avec mon modèle 3D, etc. Et c'est une période où les casques de VR sont arrivés sur le marché. Et les premiers Oculus, je l'ai essayé, je me suis dit, je mets mes lunettes sur la tête. Une révolution, c'était incroyable. Moi qui ai toujours connu les télés, les jeux vidéo, etc. Là, tu étais dans le jeu vidéo. Alors, tu pouvais pas te déplacer, c'était limité. La résolution, elle était pourrie. Enfin, il y avait rien qui allait. Mais ce nouveau sentiment d'immersion était juste incroyable. Alors, il y avait quelques casques qui avaient testé des choses avant, mais là, c'était un nouveau sentiment. Et en termes de créativité, ça m'a débloqué. Je sais pas, dans ma tête, il y a dû y avoir un switch. Ça a débloqué énormément de choses. Je me dis, voilà, sur des projets, on pourrait attaquer d'autres angles, d'autres perspectives, etc. Et donc ça, c'était ma toute première approche avec la VR. Je joue aux jeux vidéo, alors beaucoup moins maintenant. Je suis pas un gros consommateur de jeux vidéo, donc mon idée, c'était vraiment de se dire comment on pourrait utiliser les techniques de jeux vidéo pour répondre à des besoins professionnels sur le marché. Et donc c'est comme ça que j'ai démarré, mais avec une approche très amateur, parce que voilà, il n'y avait pas de feedback, tu pouvais pas aller à des conférences, écouter des gars parler de VR, parce que ça n'existait pas, tout le monde venait de l'avoir, donc on était tous en train de construire nos propres applications, et tu voyais quand tu allais sur des salons, des foires, personne parlait trop des détails de ce qu'ils faisaient, donc c'est un milieu assez fermé au final. Et donc oui, on a pu tester des casques. Ce qui était génial à l'époque, c'est que j'avais juste besoin de mettre un casque sur la table.
tu le mettais, même s'il n'était pas branché, les gens ils prenaient le casque, ils disaient, ah, ça a l'air cool et tout, mais il n'y avait rien dans le casque. Donc tu avais vraiment cette curiosité au niveau des gens, tu te dis, bon, ok. Bah. Et après, quand tu commençais à balancer des applications dedans, là, tu voyais vraiment que le potentiel, mais par contre, il fallait vraiment se projeter, parce qu'à l'époque, on parlait quand même d'un outil, on va pas se mentir, assez geek. Hein, c'était gros, t'avais même pas de manette à l'époque, mais voilà, c'était très, très geek. Il fallait se dire que dans quelques années, ça allait se professionnaliser, et on y arrivait tout doucement. Mais je vais te le dire, même encore aujourd'hui, les derniers casques qu'on a pu voir, on peut l'utiliser au niveau professionnel, mais on peut faire encore beaucoup, beaucoup mieux. Alors, on attend les casques qui sortent une expérience utilisateur incroyable. Et pour revenir juste sur l'évolution, bah, nous, on a suivi toutes les évolutions. Puis dès que tu avais des nouvelles features qui arrivaient, c'était ouf. La créativité, elle passait encore d'un coup. Typiquement, je te disais au début, on pouvait juste regarder des expériences, être dans une pièce à 360 degrés. Et après, tout doucement, ils t'ont mis des capteurs, des caméras où tu pouvais te déplacer. Et te déplacer dans un univers en 3D, mais ça devenait hallucinant. Tu pouvais prendre des objets, les manipuler. Enfin, ton cerveau était complètement trompé. Et l'expérience ultime qu'on a faite et qu'on utilise encore aujourd'hui, parce que c'est un cas d'école, c'est l'expérience de vertige que tu avais pu essayer, où on te met dans un ascenseur, tu montes à... Oui, je me rappelle. Ouais, elle était assez sympa celle-là. Tu es dans un ascenseur, tu montes à 100 mètres d'altitude, les portes elles s'ouvrent, tu as une poutre et tu dois marcher dessus. Et bah, tu voyais que les gens n'arrivent pas à des paniques, mais on a vu des paniques totales. En plus, c'était marrant, c'était des personnes de tous horizons marcher et paniquer complètement sur la poutre. Alors, donc, quand on a vu ça, on a dit, bon, bah voilà, on va creuser ce créneau. Tu les pousses, quoi. Ah, même pas, t'avais même pas besoin, tu sais, il tombait tout seul. Parce qu'à un moment, on cassait la poutre et du coup, tu fais une chute de 100 mètres et leur cerveau les envoyait ailleurs. Du coup, ils tombaient par terre, il fallait les rattraper. C'était assez sportif, mais c'est comment en une minute, même un peu plus d'une minute, tromper ton esprit, te faire croire que l'endroit où tu es a complètement disparu. Bah, ces mêmes concepts, bah, si tu les prends on l'a appliqué sur des domaines qui sont très forts, sur le domaine de la formation, te mettre dans des situations hyper risquées pour voir si tu es capable de prendre les bonnes décisions, s'il y a un incendie qui se lance autour de toi, ou s'il y a un incident qui se passe, comment tu réagis. Cette puissance-là, on l'a vraiment mis dans l'ADN de nos projets. Tu te rappelles le projet qu'on a fait avec la Fondation Loche et le CHL pour les enfants à l'hôpital, comment te détourner du sentiment de douleur que tu vas pouvoir avoir pendant des traitements. En fait, on a réutilisé tout simplement l'ADN de tromper ton esprit pendant le traitement. Donc en fait, si tu veux résumer, notre métier, c'est de te tromper ton esprit pendant que tu es dans une expérience en VR, quoi. On va refaire une parenthèse sur le projet avec ce client-là. Là, j'aimerais bien juste encore clarifier pour les gens qui biteraient rien à l'AR et la VR. C'est quoi la différence ? Est-ce que tu peux nous expliquer tu me recadres sur ça, parce que je m'étale, mais tu as raison. La VR, c'est très simple. C'est, en gros, je vais te mettre dans un monde virtuel, je vais te couper du monde réel et tu vas vivre ton action. Tu fais ce que tu veux cuisiner, tu veux faire plein de choses. Tu peux faire ça dans un monde virtuel avec des styles complètement variés, que ce soit cartoon, réaliste. C'est très varié, mais tu restes enfermé dans ton monde. La réalité augmentée, si je devais le résumer, c'est un peu la dernière étape avant le hologramme, Obi-Wan Kenobi qui arrive sur ta main. Bah, on n'y est pas encore, enfin maintenant presque. Mais voilà, c'était la dernière étape avant l'hologramme. L'interface pour voir la réalité augmentée, c'est le GSM, le téléphone. C'est l'interface le plus facile à déployer. Et voilà, avec le téléphone, je regarde par terre et puis j'ai un modèle 3D qui va apparaître. Donc ça, c'était l'interface la plus utilisée. Maintenant, alors je veux dire, il y a quelques années, on a commencé à entendre parler des réalités mixtes. Alors quand tu es dans le domaine, il y a des poils qui s'est hérissé dès qu'on entendait parler de réalité mixte, parce que tout le monde en a fait un peu sa sauce. Dès que tu vois un petit peu de réalité, ça devient un petit mélange des deux. Enfin, il n'y avait pas de standard qui a été défini, jusqu'à ce que Meta, avec le MetaQuest 3, décide sur leur casque qui était utilisé un peu pour... ils avaient mis des caméras pour se spatialiser, se déplacer. Ils ont décidé de rajouter des bonnes caméras pour filmer la réalité. Et un cas d'usage qui est assez marquant et qui pourrait illustrer ça, c'est qu'en fait, tu vas avoir un jeu où tu vas devoir paramétrer ta salle, tes fenêtres, tes portes, etc. Tu mets ton casque, tu vois la réalité.
Et au final, les fenêtres se transforment en des fenêtres qui sont des portes d'accès pour des zombies. Donc, tu as les zombies qui commencent à rentrer partout. Donc, c'était une des premières applications en réalité mixte. Donc, dans ton univers, tu vas vraiment l'augmenter. Et la société qui a vraiment pris le gap et qui nous a amené une vraie révolution sur le marché, sur le côté pro, et ça va arriver très, très bientôt au niveau privé et à grande échelle, c'est Apple avec l'Apple Vision Pro qui, eux, ont vraiment défini un standard de ce qu'est la réalité mixte. Et en fait, aujourd'hui, un standard de la réalité mixte, c'est pas comme on a pu le voir sur des HoloLens ou d'autres marques qui étaient de voir la réalité et puis avoir un petit écran qui va, avec un petit champ de vision, te donner une impression de modèle à manipuler, etc. C'était pas ça l'idée. L'idée, on te coupe de la réalité et la réalité, tu peux la voir qu'au travers des caméras. Et on va te rajouter des éléments que tu pourras manipuler. Donc le sentiment d'immersion est total. Et c'était une nouvelle expérience utilisateur que nous, dans le métier, on attendait depuis toujours. Alors après, pour l'instant, c'est Apple qui a pris le créneau. Ils ont marqué un gros coup. Alors évidemment, avec un casque qui n'est pas donné, etc., mais qui est justifié en termes de technologie. Au début, je me suis dit, est-ce que j'ai payé $4 000 de marketing? Mais au final, non, c'est des technologies hyper poussées. Et comme j'ai dit, ils sont en train de définir un standard et d'autres acteurs prendront le pas. Et on verra les casques qui seront le plus utilisés. Et nous, ça mène la créativité à un autre niveau. Ok. J'ai des questions sur l'Apple Pro, Vas-y. mais j'ai envie de les garder pour après. Ok, si tu veux. On va revenir sur ton projet avec le CHL. Ouais. Moi, je le connais. Est-ce que tu peux refaire un peu le topo dessus et nous expliquer pourquoi est-ce que je crois savoir qu'il a été important aussi pour toi? Ouais, c'est important, c'est un beau projet en fait. Si tu veux, on travaillait déjà avec les hôpitaux, notamment avec le CHL, sur des formations très sérieuses pour les employés. Donc ça, c'était... voilà, il y a eu beaucoup de personnes qui ont pu être formées en utilisant des technologies immersives. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon voilà, en plus, client très proche, on avait des très très bonnes relations, on s'est dit, est-ce que les technologies virtuelles pourraient aider à soulager des traitements ou même arriver au niveau du patient, pas forcément le pro, mais au niveau des patients. Et donc, à l'époque, on a été mis en contact avec Elsa Do Carmo, donc celle qui gère toute la pédiatrie au niveau de l'hôpital. Elle nous a gentiment accueillis voilà, sur des traitements assez standards, type prise de sang. Donc, en fait, pendant les prises de sang, on allait mettre des casques à des enfants. Et là, on a vu des scènes hallucinantes, parce que normalement, tu vois, un enfant, quand il va venir à l'hôpital, il est déjà stressé la veille, parce qu'il a déjà été mis au courant. Il sent que quand il va, ou s'il n'a pas été mis au courant, il sent que la voiture ne l'amène pas à l'école, qu'ils vont dans un autre endroit. Et tu sens que la pression, elle est en train de monter. Tu le vois déjà au niveau de la salle d'attente, tu vois que ça monte en pression, puis après, ça explose dès qu'il voit une aiguille. Enfin, une prise de sang, ça doit durer que 2 minutes, 2 à 3 minutes. Et au final, ça va durer 45 minutes avec les parents, avec les doudous, qui vont essayer de calmer, etc. Et ça devient une galère pour tout le monde, les parents, les parents, les enfants, enfin tout le monde. Et là, le fait d'arriver à résumer ça en quelques minutes, donc enlever cette appréhension de l'aiguille, parce que de toute façon, tu ne la vois pas, voilà, ça fait un petit peu effet boule de neige. On se dit, mais c'est qui ces geeks là, qui sont dans l'hôpital là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Du coup, on a eu l'opportunité de présenter à la direction, de dire, voilà, on aimerait bien faire un projet, mais qui va encore plus loin, où on va essayer de synchroniser ce qu'on voit avec ce qui se passe, pas juste mettre un film, mais vraiment aller vraiment sur de l'interaction. Et c'est-à-dire que pendant que tu vas voir ton traitement, tu vas voir Rudy. On a fait un petit personnage sympa, un lion rouge, qui va t'envoyer de la magie à l'endroit exact de ton traitement. Imagine, c'est sur ton bras gauche, il va t'envoyer un faisceau de magie pendant que le traitement a lieu, et peu importe l'endroit du corps où tu vas avoir ton traitement, donc tout est synchronisé. Et c'est un réel projet magnifique, mais voilà, à titre perso, ça a été émotionnellement hyper compliqué, ouais. Très 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 dur, parce que voilà, moi je suis dans l'IT, je suis pas confronté à un immense respect aux personnes qui sont dans le domaine là, parce que il faut être costaud pour voir ce type de traitement. Quand on parle de prise de sang, c'est assez standard, mais on a été sur des traitements beaucoup plus compliqués, sur de l'oncologie. Je veux dire, j'avais jamais vu une ponction lombaire. Alors, je veux dire, quand j'en ai vu une, j'avais les yeux qui tournaient, c'était vraiment, vraiment compliqué. Et il y a eu un point vraiment marquant dans le projet où, quand on a vu, on avait une petite Maïli qui était au tout début du projet, pendant qu'elle avait sa ponction lombaire. En
elle était en train de cueillir des papillons, caresser les girafes, tu vois, complètement ailleurs, et elle rigolait pendant ce traitement, alors que tu voyais que c'était hyper douloureux. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est la réaction de la mère qui, elle, c'est vraiment... elle a commencé à pleurer à ce moment-là parce que c'était un moment de relâchement, parce que pour elle, c'était toujours une contrainte d'envoyer la petite à l'hôpital. Elle voyait qu'elle n'avait pas envie, donc c'était vraiment un relâchement de l'avoir soulagée pendant le traitement. Ouais. Donc, Les enfants ou les personnes, ils étaient plongés dans une VR totale ou bien il y avait une réalité mixte non, VR total. L'idée, c'était vraiment de te couper du monde. T'as pas besoin de voir les aiguilles. Coupe-toi du monde, mets-toi dans un petit monde rassurant où Rudy, en tant que super-héros, il va arriver, il va te rassurer, on va partir à l'aventure avec, on va avoir plein de mondes différents, tu vas être dans les forêts, dans le western, tu vas aller sous l'eau, tu vas avoir plein d'expériences. L'idée, c'est de te divertir à l'extrême. Et donc là, toutes ces expériences, donc c'est des expériences avec des casques de VR. Ouais. Est-ce que tu as vu aussi une évolution dans comment les gens se sentaient avec des casques comme ça? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient malades? Est-ce qu'il y a des gens qui aimaient pas du tout être projetés dans un autre environnement? Ouais. Alors j'ai vu une évolution qui n'était pas forcément positive pour la VR, parce que comme je t'ai dit au début tout à l'heure, tu mettais un casque de VR sur la table, les gens se jetaient dessus, même s'il n'y avait rien. Et après, on a connu une phase où les gens faisaient la queue pendant 45 minutes pour pouvoir essayer le casque sur des salons, sur des foires, et c'était vraiment un raz-de-marée. Tu dis, mais impossible à gérer. Et après, il y a eu un phénomène qu'on n'a pas vu venir, c'était l'aspect motion sickness, nausée. Je me sens pas bien quand je mets mon casque, etc. Et ça a été très, très difficile pour nous dans le secteur, parce que là où tout le monde venait naturellement par curiosité, là après, il y avait cette appréhension. Parce qu'on va pas se mentir, quand tu utilises de la VR, tu vas forcément t'isoler de ton groupe. Tu sais, tu viens avec 4 personnes, tu vas t'isoler. Et ensuite, tu vas tester ton expérience. Donc pourquoi je vais tester une expérience où d'ailleurs je pourrais potentiellement me sentir pas bien, retourner avec mes collègues, etc. Donc les gens sur les salons ne venaient plus. Donc c'est l'inverse, tu devais les chercher pour venir essayer, amener et convaincre. Et là, je me suis dit, il y a eu une vraie barrière. Et en fait, on a essayé de comprendre d'où venait cette barrière. C'est que aujourd'hui, le motion sickness, ça a été fait. Alors, quand on a vu des grands noms arriver dans le domaine de la VR, on s'est dit, génial, ça va être un vrai game changer. Mais la base de la VR, il y a une chose, un conseil que je donne à toutes les personnes qui se lancent dans la VR. Derrière, tu peux faire des super expériences, mais si ton modèle il n'est pas extrêmement optimisé, et il faut vraiment aller très loin, dépendant des devices. Des fois, tu vas avoir des casques qui n'ont pas de fil, tu sais, qui ne sont pas branchés à des ordinateurs, donc vraiment en standalone, où les performances, c'est pas plus que des performances de téléphone. Si tu optimises pas ton modèle 3D, tu vas avoir un tout petit peu de latence. Et cette latence, ça peut engendrer des gros motion sickness. Et donc, nous, on a vu des grands noms arriver dans le jeu vidéo, dans le domaine de la VR, qui rendaient malade tout le monde. En fait, t'arrivais pas à rester plus de 5 minutes dans des expériences. Il a dit, mais attends, en fait, ça n'a pas été du tout positif dans le domaine de la VR. Entre-temps, ça s'est quand même professionnalisé, mais tu vois encore, il y a des choses qu'il faut surtout pas faire en VR. La conduite, les montagnes russes, c'est des choses, si c'est bien maîtrisé, ça va. Et je dis toujours, moi, si tu te sens pas bien après avoir utilisé un casque de VR, c'est un peu comme si tu vas au restaurant et que tu te sens pas bien, c'est peut-être la nourriture, elle était pas terrible. Au niveau de la VR, c'est pareil. Et là, alors, tu dis que ça vient de la synchro, de la latence, de l'expérience, pas forcément alors du type de graphisme, si c'est trop réaliste ou si c'est trop cartoon, par exemple. Ouais. Alors là, tu vois, par exemple, dans le domaine de la formation, nos clients ont beaucoup l'impréhension de se dire, il faut que ce soit un univers hyper réaliste pour être utilisé, quelque chose alors que tu peux avoir quelque chose de absolument pas réaliste et être complètement immergé dedans. Il y a un exemple que je sors tout le temps qui est Job Simulator, c'est un exemple, tout le monde peut le tester, que si tu as un casque de réalité virtuelle, c'est un des meilleurs exemples du potentiel de la VR. Parce que tu es dans un univers qui est absolument pas réaliste, par contre tu es complètement immergé dedans, avec des interactions, et c'est vraiment un cas d'école, où les seules interactions, c'est que tu vois des mains, et tu attrapes des objets, tu te déplaces, mais que avec des mains. Et c'est vraiment un cas d'usage, donc le réalisme et l'ultra-réalisme en VR est possible, mais il va te demander tellement d'optimisation que souvent, c'est le client qui va essayer de trouver un compromis, il va demander plutôt un compromis pour avoir quelque chose qui est conforme à son budget. Et donc, on est capable de faire des expériences réalistes, on le fait, dépendant du cas d'usage. Si je vais te dire, demain, on va te former sur un pont roulant,
Bah oui, si je te mets dans un fond roulant en cartoon, tu vas pas être dedans avec les règles de sécurité qui vont avec. Non, là, ça marche pas. Par contre, si je veux travailler sur sur des scénarios qui vont plus être des compétences non techniques, leadership, management, gestion du stress, gestion des émotions, etc. En fait, t'as pas besoin d'un décor réaliste. Tu peux très bien le faire sur une navette spatiale en low poly, du moment que le scénario est riche. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment travailler. Le scénario riche, avec une expérience utilisateur au top, c'est le secret pour faire une bonne expérience en VR. Tu peux expliquer ce que c'est le low poly pour les gens qui sauraient pas? Ah ouais, pardon, j'évite d'aller dans le technique, mais c'est tout simplement avoir. Alors, le low poly, c'est un style de design qui a très peu de polygones et avec des textures très simples qui permet. Voilà, c'est souvent affilié à un style cartoon, mais au final, ça cache derrière beaucoup de gains en termes de performance et aussi en rapidité d'exécution. Ok. Tout à l'heure aussi, tu as dit que tout ce qui était montagne russe, mouvement, etc., c'était compliqué pour certaines personnes. Ouais. C'est quoi? C'est le fait d'être projeté en mouvement dans l'expérience, ou bien c'est le... Bah, regarde, là tu es assis, si je commence à te dire je vais te faire bouger dans tous les sens, tourner, bah, ta tête au bout d'un moment elle va dire oula, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça dépend, il y a des gens qui ont une résistance à la VR qui sont plus fortes. Bon, après toutes ces années, tu peux me mettre dans. Il y a peu de situations qui arriveraient à me donner un motion sickness, mais encore, tu vois. Donc, il y a des choses à éviter qu'on ne refait plus sur certains projets, justement pour éviter ce motion sickness. Des choses qu'on adorerait faire, hein, tu sais, mais derrière, il y a quand même une réalité où si derrière une personne ou deux, ou même un petit pourcentage peut tomber malade, bah, on enlève cette fonctionnalité en faveur de l'expérience utilisateur. Quand tu vas aller sur un programme de formation, je te donne un exemple, tu veux former 1000 personnes dans ton entreprise. Tu vas leur mettre une expérience et ils sentent qu'ils sont un petit peu en difficulté. Voilà, ils vont dire ah ouais, non, mais je me sentais pas bien. Donc en fait, il faut jamais que la technologie soit une excuse pour pas réussir un module. Au même titre que nous, sur tous les modules de réalité virtuelle qu'on fait, tu as toujours un tutoriel d'utilisation au début pour apprendre les boutons, les actions, pour qu'au final, quand tu sois dans le simulateur, tu puisses pas dire ah ouais, mais je savais pas qu'il fallait cliquer là. En final, t'enlèves beaucoup de discussions, et ce qui aide beaucoup les ressources humaines, parce que derrière, ils n'ont pas besoin de se justifier ou d'avoir des différentes discussions qui peuvent être pénibles des fois pour essayer de se justifier ou autre. Donc, ouais. Et tout à l'heure, tu disais aussi que le client, il voulait généralement quelque chose de très réaliste, etc. Et que tu allais, tu le conseillais justement vers l'inverse. Est-ce que c'est un argumentaire qui est compliqué à faire comprendre au client, ou est-ce que c'est une étape qui, généralement, il comprend très rapidement que... 30 secondes. En 30 secondes, c'est réglé. Okay, allez, question suivante. Non, mais je vais t'expliquer comment on arrive à le faire en 30 secondes. Parce qu'en fait, souvent, tu vas arriver avec un prix qui est tellement élevé. Donc nous, en fait, on arrive avec deux propositions. On va te dire, ça, c'est ce que tu veux. Tu veux te former dans cette salle et tu veux tout à un niveau de détail extrêmement poussé. Par contre, nous, dans le scénario tel qu'on l'a évalué, on va se rendre compte qu'on ne va pas se déplacer à aucun moment. On va aller à cet endroit-là. Ça va être juste du décor. Donc, on va proposer un compromis où la prise qui est au fond à gauche, ça vaut peut-être pas la peine qu'une personne passe un quart d'heure, 20 minutes à la modéliser et à la texturer. On va plutôt mettre une image de prise sans avoir la profondeur, pour te donner un exemple. Et du coup, tu arrives avec ces deux propositions, en disant voilà, un rapport qualité-prix qui nous paraît intéressant. Après, oui, c'est sûr que s'il veut aller à l'extrême et tout faire en réaliste, on ira. Hein, mais c'est souvent c'est pour ça que je te dis, en 30 secondes, c'est réglé. Quand tu lui présentes les deux budgets, il comprend que le deuxième, c'est pas un downgrade de l'autre, c'est juste quelque chose qui va répondre aux mêmes besoins sans coûter plus cher. C'est comme ça que en 30 secondes, c'est réglé. Ok, je vois. Oui, c'est souvent l'argument pris au final. C'est le prix qui décide, c'est pour ça. Nous, tu nous lances, on y va, il n'y a pas de souci. Mais... Et il y a quelques années, j'ai joué un peu avec la crypto, et il y a un projet dont j'ai oublié le nom qui sortait, où, si je me rappelle bien, l'idée c'était de créer des expériences pour les trajets en voiture. Donc, c'est-à-dire que les enfants ou les personnes pouvaient mettre un casque, et il y avait une espèce de monde virtuel qui se projetait, corrélé au trajet que tu faisais. Et il y avait une espèce. C'était pas Porsche qui avait fait ça ou... Non, moi j'ai en tête qu'il y avait une espèce de partenariat avec Audi qui était annoncé. Attends, je crois, ça me dit quelque chose. Audi, BM ou Porsche, c'était un des trois là, oui. Mais je sais pas du tout ce que c'est devenu. C'était encore très
très teasing au début. Je pense pas qu'il y avait vraiment de trucs concrets. Mais du coup, si toi, tu sais que tout ce qui est mouvement, ça merdouille un peu, on va peut-être leur passer un coup de fil pour dire... pour dire arrêtez tout de bon, suite, les gars. ça va pas marcher. Après, voilà, je veux pas être trop critique sur les projets, mais on nous a déjà appelé sur des projets où, justement, enfin, le but, alors le mouvement, en plus, alors là, si tu fais l'inverse, si tu te déplaces physiquement, mais que tu restes statique dans ton expérience, ou si tu as un petit mouvement, il faut vraiment que ce soit corrélé, synchronisé. Il y a eu une grande tendance, il y a 5 ans, tout le monde voulait un petit peu synchroniser, c'était un peu on rêve de réalité mixte, c'est-à-dire, regardez, je veux dire, je suis dans un bus, je regarde, et puis, le Colisée, je le vois en vrai, puis d'un coup, je le vois tel qu'il était à l'époque. Ça, c'est des expériences qui font rêver un petit peu tout le monde. Mais les technologies d'époque ne permettaient pas d'y arriver. Je veux dire, en plus, c'est des systèmes hyper lourds à mettre en place, et avec un risque, une faculté de pouvoir rendre malade qui est absolument incroyable. Et il y a surtout quelque chose que je ne comprends pas. Alors, je crois que je dois avoir un blocage dans mon esprit. Mais aujourd'hui, quel est l'intérêt de te mettre dans un véhicule qui roule, alors que tu es dans une expérience en réalité virtuelle qui ne bouge pas? Tu pourrais très bien te mettre assis sur une chaise et avoir une expérience et avoir le sentiment de déplacer, parce qu'au final, on te coupe de la réalité. Donc, que tu tournes, je sais pas moi, que tu tournes dans une ville ou dans une décharge, on verrait pas la différence. Donc, je pense, et j'avais vu une expérience qui était sympa, et j'ai parlé du Colisée, c'était pas par hasard. J'avais vu un bus, alors c'est perfectible, hein, l'expérience, mais dans l'approche, c'était assez stylé, où en fait, tu as un bus qui va te faire le tour de Rome, et au moment où tu arrives sur des sites historiques, il y a des espèces d'écrans transparents qui descendent, et qui te permettent de voir le Colisée tel qu'il était à l'époque, etc. C'est des films qui sont lancés. L'approche, elle est intéressante. Je pense que ça méritait d'être un petit peu plus travaillé au niveau de l'expérience utilisateur. Mais c'est plutôt cool de voir. Je trouve que ça, c'est une des beautés de la réalité virtuelle, c'est qu'on peut t'amener sur des domaines, on peut te faire vivre des expériences dans le passé et revivre telles qu'elles étaient à l'époque. Moi, le Colisée, si je pouvais je sais pas pourquoi je te parle du Colisée, mais ça peut être n'importe quelle expérience. Je sais pas, je te mets la Tour Eiffel, tu as envie de voir comment elle a été construite. On s'en fout, la Tour Eiffel, on veut des gladiateurs, merde. Ouais, voilà, un truc costaud, quoi. Mais voilà, restons sur le Colisée. Moi, j'aimerais bien voir comment ça se passait à l'intérieur, vraiment à l'époque, avoir l'ambiance, l'esprit. Et ça, c'est ce que les technologies immersives arrivent à te le faire. Voilà, on est dans un monde où maintenant, on essaie de trouver la meilleure expérience utilisateur, le truc un peu foufou qui va venir te sortir de l'ordinaire. J'en ai essayé une qui était pas mal la dernière fois. Et je veux dire, pour me bluffer en VR, maintenant, il faut y aller. C'est Flyview à Paris. Ils ont fait des trucs... là où je respecte ce qu'ils ont fait un concept de A à Z. Tu rentres, t'as un espèce de cinéma, donc tu rentres vraiment comme si tu étais dans un cinéma, tu prends tes tickets comme si tu étais dans un cinéma, mais à l'entrée, ils te mettent un espèce de gros jetpack donc, qui te donne envie, tu as envie d'essayer ce jetpack. Et quand tu rentres dans cette salle, tu vois qu'il y en a 50. Alors, ils ont réussi à avoir un modèle économique incroyable. Tu as 50 jetpacks, tu te mets dedans, tu mets ton casque, et donc le jetpack que tu vois, tu le revois en réalité virtuelle, et ils te font une visite guidée de différents endroits de Paris, de la France. Là, je vais ce week-end à Paris, je vais en tester les autres, parce que vraiment, c'est l'expérience originale, en fait. C'est ce qu'on cherche maintenant. C'est un mélange de réalité, de virtuel. C'est vraiment ça qui devient Et tu intéressant. voles alors? Ouais, t'es dedans. Alors, c'est un vol guidé, tu peux pas le piloter. Et en plus, ils ont été loin au niveau des interactions dynamiques. Tu bouges un petit peu dedans, ils te mettent le ventilateur. Et je vais te dire, ça te donnait des sentiments vraiment, vraiment sympas, quoi. Où tu dis, ouais, je suis. Et ils ont fait ça avec. Donc, c'est des films réalistes. Hein. C'est vraiment. Tu filmes, tu vas dans le château de la Loire, tu vas en France, tu fais beaucoup d'expériences, mais nouveau. C'est un nouvel angle hyper intéressant à creuser plutôt que de l'avoir sur ton écran. Là, tu le vivais. Avec un bon storytelling, enfin, franchement, c'est une des expériences touristiques les plus abouties en VR que j'ai pu tester. Ouais. Ok. Et il travaille avec quoi comme casque? Des HTC Vive. C'était des Vive. Donc tu vois, c'est même pas forcément les derniers casques sur le marché. Avoir le dernier casque, qu'est-ce que ça va t'amener? Ça va t'amener une meilleure résolution, peut-être plus léger, plus de fluidité. Et là, c'est pas ce que tu cherches. Tu cherches à avoir l'expérience qui te... Waouh, c'est l'expérience waouh. Ce mélange de réalité virtuelle, il est hyper intéressante. Un compte en négatif aussi, ça va t'amener ça. Ouais, voilà. Celui-là, on peut peut-être en parler maintenant de l'Apple Vision Pro. Je crois que tu as été aussi un des premiers à l'avoir sur Luxembourg. Oui. Raconte-nous, parle-nous, fais-nous rêver. Alors, l'Apple Vision Pro. Alors, je suis pas ce que je dis toujours, je ne suis pas revendeur Apple, même si on a eu une belle couverture média suite à ça. En fait, quand je l'ai mis, j'ai retrouvé le niveau d'émotion que j'avais pu avoir lorsque j'ai essayé les premiers casques.
Ça m'a amené une nouvelle perspective. Donc forcément, tout de suite, j'ai eu envie de partager avec tout le monde. Et je ne pensais pas qu'il y aurait eu un tel effet. J'avais posté sur LinkedIn, j'avais partagé mon agenda en me disant ceux qui veulent venir boire un café et tester l'Apple Vision Pro, j'ai rendez-vous jusqu'en juin. Tu vois, ça s'est rempli énormément. Il y a un vrai intérêt curieux. Les gens se disent attends, si un géant comme Apple se met là-dedans, c'est qu'il y a une raison. Ils y vont pas par hasard là-dedans. Donc ça, ouais, comme je dis, ça a rempli mon agenda. Ce que j'aime bien avec ce casque, comme j'ai dit, c'est ils te mettent pas en avant des jeux vidéo, ils te vendent une expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'ici, pour le podcast, j'aurais très bien pu venir avec mon casque, déjà me garer, mettre mon casque, commencer à monter et augmenter ma réalité. Sauf que là, tu n'as pas assez d'applications qui permettraient de le faire. Mais le fait de se déplacer librement avec un casque, parce que si je replace dans le contexte les autres casques qu'on a pu essayer sur le marché, tu le mets, tu dois définir une zone. C'est déjà une barrière au niveau des gens. Tu leur expliques, dessiner un trait autour de toi pour que tu puisses avoir ton expérience. La plupart des gens, ils étaient déjà perdus à cette étape-là. Donc, ça mettait déjà une barrière entre toi et les utilisateurs. Là, quand je fais tester l'Apple Vision Pro, je te dis, tape mon code. Et en fait, c'est des choses hyper simples qui bluffent les gens. D'abord, la première chose, c'est quand tu vas l'ouvrir, tu vas avoir un code à taper. Puis les gens, ils osent pas, tu sais, ils sont là, j'y vais pas, j'appuie, puis après tu leur dis il faut appuyer, et puis du coup ils appuient fort, tu sais, pensant que ça va changer quelque chose. Et tu vois des nouveaux cas d'usage, mais c'est hyper intéressant. Moi je le regarde de l'extérieur, j'adore voir la réaction des gens. Et des choses hyper simples qui marchent très bien. Je fais toujours le même test, donc tu tapes mon code. Je crois qu'il y a la moitié du Luxembourg maintenant qui connaît le code de mon Apple Vision Pro, il faudrait que je le change. Tu tapes le code et première expérience avec des dinosaures. Où tu as une expérience qui va te remplacer ton mur et le mur va s'ouvrir devant toi et tu as des dinosaures qui vont arriver. C'est sympa, c'est bon enfant, mais ça te montre déjà un niveau de réalisme et la résolution du casque qui est incroyable, vraiment incroyable. Donc une fois que tu as fait cette expérience, je te fais une autre expérience qui va utiliser plus le hand tracking. Sachant qu'avant, tu as déjà du eye vision, donc qui est capable du eye tracking, qui est capable de regarder là où tu vois. Moi, c'est là déjà le premier truc où je me suis dit, au-delà de la résolution, la réactivité avec la vue. Avec la vue, c'était assez bluffant. Ouais, ils ont fait ça. Et au début, je me suis dit, ça va être un gadget. Mais non, en fait, là où tu regardes, c'est exactement là où tu peux interagir. Ils ont pensé les interactions hyper simples. Juste, tu pinces, tu cliques, tu attrapes. Tu restes 3 minutes dans le casque, c'est hyper naturel en fait. Vraiment, vraiment naturel. Et donc l'expérience d'après qu'on teste, il y a Geekspace, c'est une application qui va te permettre de manipuler des modèles 3D avec quelques explications. Et l'expérience que je fais tout le temps, c'est celle de l'Alfa Romeo, où je vais te dire, mets le casque, place ton Alfa Romeo, une Formule 1, et tu la places et tu peux la manipuler. Mais avec des choses hyper simples, tu pinces, tu réduis, tu la pivotes, tu prends une pièce, tu la regardes dans tes mains, etc. C'est des choses tellement simple, mais ça va te bluffer tout le monde. Moi, le premier dans ce domaine. Donc, tu vois, avec tes mains, avec une vraie précision, et le tracking, il est hyper précis. Moi, je pensais que c'était vraiment un gadget. Non, c'est vraiment précis. Donc, ça t'ouvre des portes juste incroyables dans ce domaine-là. Ouais. Moi, c'est l'autre chose qui m'a un peu bluffé, c'est l'immersion. Je crois qu'il y a une espèce de démo de base sur le casque où il y a... un des moments qui m'a choqué, c'est une espèce de... c'est un hippopotame ou quoi qui vient près de toi et là je pense que tout le monde a le réflexe de vouloir le caresser et ça je me dis c'est le tout début et maintenant on va pouvoir avoir des expériences comme ça où tu regardes pas le film, t'es dedans quoi, t'es au milieu de la scène, tu peux toucher, t'as pas une impression de bon ce sera peut-être le cas après mais c'est réaliste quoi, t'as pas une impression de ça fait faux. Et puis ça, avec le fait d'être isolé complètement dans l'univers, le son, etc., je me réjouis de voir la suite pour ces trucs-là. Ça va être un challenge en production aussi. Mais c'est là où il y a des nouveaux métiers qui vont se dessiner. Là où tu vas travailler avec des assets 3D, 2D en général, et là tu vas passer en 3D, il y a des nouvelles visions, des nouvelles perspectives, et ça va être hyper intéressant à voir comment les nouveaux acteurs vont aussi se plonger dans ce monde-là. Mais Apple, ça fait longtemps qu'ils sont dans l'AR. Ça fait longtemps qu'ils nous ont mis un petit... tu regardes sur les Apple Pro, tu as un petit lidar, un petit laser qui te permet de scanner les environnements, reconnaître. Ouais. Et c'est assez puissant. Ils arrivent à te reconnaître facilement.
aujourd'hui une surface, un mur, une table, ce genre de choses. Et donc, en fonction de ça, ils spatialisent ton environnement. C'est hyper précis. Donc, l'AR, ça faisait déjà un moment où tu pouvais déjà utiliser cette techno pour placer qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis une fois sur LinkedIn un post où j'avais mis un tigre dans mon salon, tu vois, c'était il y a quelques années, mais c'était déjà opérationnel. Donc tu te dis, une fois que tu enlèveras l'interface du téléphone et que tu l'as dans tes yeux, le niveau de réalisme, il est juste incroyable. On est en train de faire une application, on est en train d'ouvrir le sol quand on est en train de marcher. Tu te laisses prendre au jeu parce que c'est tellement réaliste, tu as vraiment l'impression que ton sol il est en train de s'ouvrir. Donc il y a... Tu peux déjà, dans le cadre de tes compagnies, faire des expériences avec l'Apple Vision Pro? Ouais, on peut déjà tester il y a déjà des expériences qu'on peut tester, ouais. Okay. Je sais pas si j'ai le droit de le dire parce qu'il n'est pas encore public en Europe, dans le déconne. Mais non, on peut déjà tester, ouais, évidemment. Et ça va être aussi un peu notre rôle on doit toujours avoir une longueur d'avance dans notre métier. Si un jour, tu arrives et je vois dans le magazine, j'apprends une technologie dans le magazine grand public, c'est que j'ai pris du retard sur la techno. Donc là, on doit toujours être précurseur dans ce domaine-là pour se faire dépasser. Et là, tout à l'heure, on parlait de réalité mixte. Ouais. Donc, on peut dire que l'Apple Vision Pro, c'est complètement ça, en partie. C'est ça. En partie. Et la question que je me pose, les expériences, pour l'instant, elles sont dans ton casque. Ouais. Donc, ça veut dire qu'elles vont être prédéfinies, en quelque sorte. Est-ce que tu penses qu'on va arriver vers quelque chose où les expériences, admettons que tu marches dans la rue, vont pouvoir se charger sur ton casque en fonction de l'environnement où tu vas être? C'est-à-dire que si on veut projeter un peu, faire un parallèle à ce qu'on voit dans certains films où tu as une tour et toute la publicité est repensée, tu as des hologrammes autour qui flottent, des écrans machin. Mais pour vraiment amener ça dans le monde réel, il va falloir que ça charge au fur et à mesure, en fait. Ouais. Comment tu vois ça? Est-ce que tu vois ça va se faire ou est-ce que je dis non, ça va. Je pense qu'on a tous été influencés par ces films de science-fiction où tu te dis j'attends que ça. Je mets mes lunettes, il y a le monde qui va complètement changer autour de nous. Je pense qu'il y a des créneaux qui vont beaucoup utiliser. Tu dis le marketing. Je pense, vu que l'Apple Vision Pro, leur but c'est que tu l'utilises au quotidien, que ça devienne ton accessoire du quotidien. On a vu ces scènes un peu tristes de deux potes qui sont en train de manger au resto avec l'Apple Vision Pro. Bon, franchement, ça fait pas rêver. Je pense qu'il y a d'autres choses à voir. Mais d'augmenter ta réalité, tu te rappelles les Google Glass, on en a parlé en 2011, 2012. Tout le monde a trouvé ça à l'époque. Alors, tu te souviens pourquoi les Google Glass, elles n'avaient pas marché? Tu te souviens? Non, j'ai un copain qui en avait acheté, mais j'ai jamais eu l'occasion de tester. C'était le prix ou bien c'était ça rendait malade? Je crois que c'était en proto. Ouais, bon, après, c'était la côté privatisation des données. Tu te rends compte, on peut aller dans un restaurant, on peut me prendre en photo pendant que je suis en train de manger. En 2011, c'était un choc. Impossible d'être dans un restaurant et que moi, j'ai envie de manger tranquillement. J'ai pas envie que les gens me prennent en photo. Et c'était le côté intrusion dans la vie privée. Ça faisait vraiment peur. Alors, je sais pas si c'était une stratégie de Google de lancer cette techno. Parce qu'au final, c'était pas hyper révolutionnaire en termes de techno. Ils pouvaient aller plus loin, je pense, à l'époque. Et je crois qu'ils ont juste fait un use case pour voir comment le monde allait réagir avec cette techno. Et ils ont un peu battu en retraite. Parce que voilà, ils s'en servaient pourquoi au final? C'était un peu le mode GPS, c'est branché sur ton téléphone. T'avais une notif, des trucs comme ça. Voilà, t'avais des notifs, les messages, ni plus ni moins que ce que tu vas avoir maintenant comme fonctionnalité sur l'Apple Vision Pro. En fait, je pense qu'ils ont simplement lancé un beau caillou dans la mare, ils ont regardé l'onde de propagation. Après, tu as Snapchat qui ont fait leurs lunettes. Je sais pas si tu avais vu, tu as les lunettes Snapchat connectées avec ton compte Snapchat quelques années plus tard. Ça me dit quelque chose, ça. Tu as ces lunettes, tu appuies sur un bouton, tu faisais tes snaps. Ça choquait plus personne. Pourtant, c'était des lunettes de soleil, donc c'est en extérieur, c'est plus cool. Mais, et après, maintenant, là, tu as une marque qui s'y est mise dedans, Ray-Ban, ils ont fait avec Meta. Ok, je sais pas. Meta, ils ont fait des lunettes, les vraies lunettes Ray-Ban, avec des petites caméras qui te permettent de filmer et de faire tes stories sur Facebook. Ça ne choque plus personne. Parce qu'aujourd'hui, combien de fois tu as été sur les stories de je sais pas qui, au restaurant, sur des anniversaires, etc. On a l'habitude de se faire filmer à notre insu et d'être sur des stories sans le vouloir. Donc ce côté vie privée, j'ai l'impression qu'avec l'évolution des technologies, les gens l'ont complètement oublié. Je ne sais plus pourquoi je te disais ça, mais c'était... Et comment tu vois les choses évoluer avec ces technos-là? Si tu dois te projeter maintenant, tu n'as pas de limite. Quel meilleur cas d'usage tu vois? Est-ce que ça va être dans l'entertainment ou ça va être dans
dans certains métiers comme... Je pense que ça va être dans ton lifestyle que ça va changer. Aujourd'hui, j'ai l'Apple Vision dans le coffre. Si je veux te le faire tester, je te le mets, il y a la sangle à mettre, il faut que tu règles tes yeux. Enfin, allez, c'est quand même assez simple en termes d'expérience utilisateur, mais on peut faire mieux. Là où ça va commencer à changer, c'est quand tu vas avoir tes lunettes dans ta poche, un peu comme tu as là, hop, et qui naturellement vont commencer à augmenter ta réalité. Tu te lèves, tu as envie de te faire le café, tu fais ça, tu lances ta machine, tu veux lancer ton aspirateur, tu veux, hop, et puis tu te diriges au boulot sur le vélo, puis tu veux, je sais pas, tu veux avoir un podcast qui se lance. Enfin, c'est ta vie qui va être augmentée avec ces outils. Pour l'instant, c'est un peu dur à voir parce qu'il y a eu cette émergence des IA et on n'arrive pas encore à comprendre trop là où ça va aller. Mais l'IA va surtout être un gros moteur pour cette réalité où on va quitter le monde du geek, un peu du jeu vidéo, et augmenter notre vie avec reconnaissance de l'environnement et rajout d'informations sur l'environnement, historique, culturel, information, à tout niveau. Donc c'est plus au niveau du lifestyle que ça va vraiment avoir un impact, mais je pense que ça dépend de beaucoup de choses. La miniaturisation des lunettes, que ce soit vraiment un accessoire du quotidien, il faut que tout le monde en ait. Parce qu'aujourd'hui, pose la question autour de toi, qui a des casques de réalité virtuelle? Ça va être tes potes qui sont un peu geeks, qui sont branchés tech, etc. Mais tant que je vois pas mes parents acheter ce genre de lunettes, c'est qu'il n'y a pas eu encore l'usage extrême. Mais ça va se dessiner tout doucement. C'est quasiment sûr et certain. Ouais. Ok, est-ce que tu peux, Mathieu, nous raconter 2-3 petites anecdotes croustillantes qui te seraient arrivées avec Virtual Ranger, soit avec... Virtual Rangers, on en a 12 500 à raconter. On n'a pas assez d'un podcast pour t'en raconter. Mais des cas d'usage VR assez anecdotiques que j'ai jamais encore partagé. Niveau de il y a un paramètre dans la VR, on s'en rend pas compte, l'aspect sécurité. C'est qu'en fait, tu vas être tellement, comme je t'ai dit tout à l'heure, notre but c'est de tromper l'esprit, de te faire croire que ce que tu vois c'est la réalité. Et il y a une fois, on a été trop loin en fait. C'est que, alors en plus c'était un scénario de santé-sécurité. Donc tu dois t'assurer former sur la santé et sécurité des employés qui vont utiliser le casque. La boîte, on avait 2 mois. 2 mois, donc c'était vraiment les tout débuts des Rangers. On avait préconisé aux clients de faire une expérience assise. Mais c'est sûr que c'est moins spectaculaire, je vais arriver à le dire, de faire une expérience assise que debout en train de gigoter dans tous les sens. Donc c'est vraiment assisté, on a lâché là-dessus. Et au niveau du design, à un moment, tu dois aller chercher un objet qui est sur une table. Sauf que l'objet, j'avais dessiné une table qui était à ma hauteur, assez haute, je fais 1m86, et je me penche pour aller chercher l'objet, donc pas de problème. Belle réunion avec tout le comité de direction, on présente le projet, etc. Première personne qui teste, une personne qui est beaucoup plus petite que moi, mais vraiment, vraiment beaucoup plus petite que moi. Sauf que le premier réflexe, quand une table est haute et que tu vas aller chercher quelque chose qui est loin, c'est de t'appuyer sur la table et d'aller chercher l'objet. Sauf que là, quand on parle de réalité virtuelle, la table, elle n'existe pas. Et donc là, j'ai eu le plus beau faceplant éclaté au sol. Le casque en 1000 morceaux, le nez en sang. Enfin, c'était vraiment... Là, tu te dis, oh merde, c'est bon, la boîte, j'avais quoi 1 mois et demi. Je me suis dit, c'est bien. C'était marrant, c'est bien marré pendant 1 mois et demi, c'était fini. Et heureusement, alors, après, c'était juste une petite coupure, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave parce que tu avais d'autres objets à côté. Donc, je veux dire, on a limité le risque, mais depuis ce jour-là, ça a été un guideline où la sécurité de l'utilisateur qui utilise le casque, c'est la priorité numéro 1. Ça, c'était une anecdote assez marquante parce que ça a mis... alors maintenant, j'en rigole, mais sur le coup, je faisais pas le malin. Là, tu vois, on l'a pas beaucoup vendu, mais on s'est bien marré quand même. Et en plus, tu vois, ça s'est passé... je me souviens quand ça s'est passé, c'est que normalement, j'assiste toujours les gens quand tu es en VR, histoire justement pour éviter des chutes. Et là, tu as le directeur qui vient, qui me fait un aparté, il me fait c'est vraiment du bon travail, donc tu veux pas lui dire attends, laisse-moi tranquille, tu veux être poli, donc tu vas y aller. C'était 1 seconde, j'ai pas regardé pendant 1 seconde, et c'était fini, donc là, je me suis dit, oula. Donc, ça, comme je dis, malheureusement, alors, à terme, c'est devenu une amie, elle m'en veut plus, heureusement, mais ça nous a servi de guide pour la réalité virtuelle, pour dessiner nos applications. Une autre application une autre anecdote qui... Alors ça m'a mis un peu dans la muse, moi, personnellement. C'est, tu te rappelles, je te dis, sur les expériences de réalité virtuelle, on fait monter les personnes sur une poutre à 100 mètres d'altitude,
Mais quand je te dis le niveau de panique, c'est les gens, ils hurlent, ils crient, ils savaient plus où ils étaient. En plus, on allait assez loin dans l'expérience. On te mettait des manettes au sol, histoire que tu vois tes pieds quand tu avances. On mettait un ventilateur pour que tu aies vraiment l'impression d'être en haut du building. Enfin, c'est ton cerveau, impossible de te rendre compte que tu étais au bon endroit. Sauf que les gens, ils avaient tendance à s'agripper sur moi. Sauf qu'une fois, j'étais avec une personne qui avait des ongles assez longs. Elle s'est agrippée à moi et tout le bras, mais griffé, mais vraiment griffé. Et là, tu rentres à la maison. Alors, ma copine de l'époque, je pense pas qu'elle croira encore cette histoire-là, mais et va expliquer ça. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, elle croit toujours pas l'histoire. Mais voilà, ça, c'était une anecdote difficilement justifiable par un métier de réalité virtuelle. Donc, ouais, c'est toujours une histoire vraie d'époque. Ouais, c'était un petit moment. Là, j'aimerais bien qu'on fasse un petit exercice. Ouais. Je sais que tu es dans la technique et que, en général, les gens dans la technique sont un peu bridés par les possibilités qu'on voit. Est-ce que tu peux faire l'exercice de te projeter sur comment tu verrais l'Apple Vision Pro évoluer? Qu'est-ce que tu aimerais bien voir? Et voilà, fantasme sur qu'est-ce que ça pourrait devenir? Qu'est-ce que ce serait pour toi le scénario le plus ouf qui puisse être développé sans cet aspect technique qui va te brider? Tu vois, l'exercice, il est dur à faire parce que en VR, on a eu plusieurs traumatismes, notamment un gros. Je ne sais pas si tu as connu la société Magic Leap. Magic Leap, ils nous ont tous vendu du rêve. C'était une société où ils ont posté une vidéo avec donc tout le monde est sur un terrain de basket et tout le monde voit en même temps une baleine qui sort et qui s'éclate sur le sol sur le parquet de basket, qui fait des éclaboussures partout, et tout le monde crie et tout, mais sans aucune lunette, sans aucun device, etc. Donc ils ont cultivé un mystère autour de leur technologie. On s'est dit, mais c'est quoi ce truc de fou, ça va changer le monde. T'imagines si, sans mettre de lunettes, de lentilles ou quoi que ce soit, t'arrives à augmenter la réalité, mais c'est un truc de fou. Et donc on attendait tous c'était quoi cette technologie. Quand t'es pro dans le domaine, tu te dis, bon, je ne crois pas trop à cette histoire-là, mais ils ont levé mais des centaines de millions d'euros, là, de dollars, c'est pareil. Et là, tu te dis, bon, il y a quand même quelque chose, sinon il lèverait pas autant. Et jusqu'au moment, au jour où ils sortent leur solution, déjà, tu avais besoin de lunettes pour voir leur solution. Tu te dis, c'est bizarre, c'est pas ce qu'on avait vu, c'est pas ce qui nous a fait rêver il y a quelques années. Et c'était des lunettes un peu steampunk, mais qui n'avaient pas plus de technologie que les autres. C'était les mêmes cartes graphiques, les mêmes process. Et même, alors, c'est une des expériences que je me suis toujours refusé d'essayer, de par la façon dont c'est arrivé sur le marché. Donc c'est pour ça, je dis, cette expérience de base faisait rêver. Évidemment, si aujourd'hui si on part dans le domaine du divertissement, ça serait juste génial qu'on puisse avoir des hologrammes en 3D tu parlais tout à l'heure de caresser des hippopotames ou ce genre de choses, mais tu vas avoir un spectacle complètement vivant où tu es immergé dedans, où tu es à plusieurs personnes. Ça, c'est ce qui me fait rêver. Ce qui me fait très très peur dans ces technologies, et j'ai sûrement des grosses barrières personnelles au niveau de ces technologies, c'est l'isolement, le facteur d'isolement. Je me souviens, les tout premiers casques Oculus, quand tu les voyais, ce qu'ils te mettaient, c'était Facebook, Meta, Netflix et tout ça. Mais dans un casque de VR, quand on te met ces étiquettes-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te divertir, mais tout seul en fait, t'isoler. Alors on parlait de métavers, se connecter avec d'autres mondes, d'autres personnes à travers le monde, mais le facteur d'isolement, il est hyper puissant. Et il fait très peur. Moi, il y a une série que j'adore, c'est Black Mirror, qui va prendre un petit défaut d'une technologie et te l'extrapoler. Et tu te dis au début, mais non, si c'est possible en fait. Et il y a ce travers de l'isolement qui moi, me fait très très peur au niveau de la VR. Il y a un autre aspect qui me fait peur aussi, c'est l'aspect immersion dans le jeu vidéo. Tu vois, quand on dit que les enfants sont violents parce qu'ils ont joué aux jeux vidéo, j'ai un discours qui est un peu plus nuancé là-dessus. Je me dis déjà, il y a peut-être d'autres problèmes que le jeu vidéo qui rendent le gamin violent. C'est pas parce que tu as passé quelques heures sur Call of Duty que tu vas forcément devenir violent, je pense. Par contre, en VR, il y a quelque chose qui me fait très peur. C'est que tu as des jeux où d'une extrême violence, tu dois même poignarder, tirer, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a très très peu de contrôle là-dessus. Donc en fait, avant de me laisser rêver d'aller très très loin, j'aimerais déjà qu'on puisse avoir un standard, une normalisation, une régulation un peu pour pas que ça parte dans tous les sens. Et aujourd'hui, quel pays
quelle réglementation est capable de réguler la VR aujourd'hui. Donc c'est souvent les grandes sociétés qui vont développer les technologies, qui vont guider, mais voilà, quelle régulation il y a derrière, c'est un peu compliqué. Et comme on le voit en IA, où aujourd'hui c'est très peu contrôlé, très peu maîtrisé, ah bah la technologie elle est là, bah on va essayer de réguler, mais bon, si un pays le régule, ils vont se faire avoir par l'autre qui est à côté, donc toutes les sociétés vont commencer à bouger, à aller dans le pays d'à côté. J'ai peur qu'on arrive dans ce travers-là. Donc, pour répondre à ta question, le rêve, c'est d'avoir la vie qui est augmentée, mais pas remplacée par ces technologies, de pouvoir aller plus loin, faire des choses plus intéressantes, avoir plus d'aide au quotidien, mais toujours en gardant une balade, je vais te dire, une balade dans la forêt, en nature, ou voilà, ça ne doit pas être remplacé par la technologie. Donc, le futur parfait, ce serait une réalité mixte, alors et pas complètement une réalité virtuelle pour toi. Ouais, complètement. Ouais. Mais bon, on tend, je pense, à une réalité virtuelle. Comme j'ai dit, s'il n'y a personne qui va se positionner pour réguler, bah, ça va être la course à la techno et l'application qui va toucher le milliard d'utilisateurs. C'est vrai que j'avais jamais pensé, mais que les films, etc., sont de plus en plus réalistes et que t'as ce détachement justement de la violence et de tout ce qui va autour. Et en fait, quand tu vas pouvoir être encore plus immergé là-dedans et avoir ça en termes d'entertainment, ben, tu vas encore être davantage détaché et tu sais pas trop, comme tu dis, quelle va être ta perception du truc. Ça va peut-être te paraître normal au final. Je vais pas dire normal de buter quelqu'un, mais pour quelqu'un qui a pas forcément le même repère et qui part pas forcément avec les mêmes... Regarde, prends l'exemple de Fortnite, prends tous les gamins qui imitent la danse des joueurs une fois qu'ils ont gagné, qu'ils ont tué tout le monde. Ils imitent juste une danse. Mais si derrière tu leur mets la bonne gestuelle pour poignarder, tirer, ou vraiment à le faire à la première personne, et comme on dit, on va tellement dans le réalisme que ça va être dur de faire la différence entre les deux. Et ça, c'est un gros travers qui, voilà, comme dit, moi, c'est ça qui met des barrières personnelles où je me dis, tu vas avoir un niveau de réalisme qui est hyper poussé. Et la gestuelle, tu pourras la recréer. Et comme j'ai dit, qui va mettre des limites à cette technologie, ça, c'est un peu dur à estimer. Et c'est ça qui, moi, me met des barrières, sûrement pour imaginer l'expérience ultime en VR. Voilà. Ok. Et je reste confiant dans le potentiel, et je pense, et c'est ça que je voulais dire, ça y est, j'ai retrouvé le fil conducteur, parce que j'ai déjà dit ça. Mais je pense que nous, on utilise la réalité virtuelle à bon escient. En fait, c'est pour faire des choses que tu peux pas faire dans la vraie vie. Te former un risque incendie où je vais te mettre dans une salle qui est en feu, bah voilà, c'est à bon escient. Pour aider les gamins quand ils ont des problèmes de souffrance, bah ouais, là, ça peut être vraiment intéressant pour te projeter. Mais on va pas... Sur le secteur du gaming, déjà, alors je pense que j'ai toute l'équipe pour aller sur le secteur du gaming, mais c'est pas notre philosophie en fait d'aller dans le gaming pour l'instant, c'est plutôt de répondre à des besoins du marché. Donc c'est la technologie, mais plus la version raisonnable de la technologie, quoi. Bon, Mathieu, merci d'avoir échangé avec nous et partagé tes expériences et tes anecdotes. On était très contents de t'avoir et je te laisse dire le mot de la fin. En tout cas, un grand merci pour ton invitation. Alors déjà, moi, ça fait vraiment plaisir de venir ici parce qu'on se connaît depuis une paire d'années et puis j'ai pu te voir évoluer, et progresser et arriver à un niveau que je respecte énormément sur le marché luxembourgeois, toi avec toutes tes équipes, donc bravo pour tout ce que vous faites. Je vois déjà le setup qu'on a aujourd'hui, bah, c'est juste incroyable et je vois qu'il y a un énorme boulot aussi derrière, donc vraiment respect pour ça. Ça m'a fait vraiment plaisir aussi de revenir dans le passé, de parler un petit peu de ma boîte au début. J'ai pas forcément l'habitude de faire l'exercice, donc là c'était sympa aussi de remonter dans le temps et de passer du temps sur différents épisodes marquants de la société. Et donc voilà, un grand merci et bravo pour le travail que vous faites. Ok, merci à toi. Merci. Allez, à bientôt.